Le Bitcoin, tout le monde en a entendu parler. La crypto, ça fait un peu plus peur. Combien je dois mettre, à quel moment, et comment je m'assure que je perds pas 20% derrière. T'as confiance dans les CBDC? Pour moi, c'est un peu l'outil idéal de corruption et de censure à grande échelle. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est ça qui est un peu triste, le minage de Bitcoin n'est pas anti-écologique, mais pro-écologique. C'est où, d'après toi, le plus dur pour entreprendre? En France ou au Canada? En France. En Europe, globalement, on aime beaucoup réguler. La compliance pour Bitstack, c'est quel pourcentage du budget annuel? À titre indicatif, c'est à peu près 100%. Je suis maintenant all-in, comme on dit, j'ai 100% de mon épargne en Bitcoin. Bitcoin, c'est pas un peu trop risqué pour aider les gens à épargner? Salut à tous, merci d'avoir cliqué. Alors aujourd'hui, on reçoit Alexandre, CEO de Bitstack. Bitstack, une application qui va vous permettre d'économiser sans y penser du Bitcoin au fil du temps pour commencer à faire une épargne de plus en plus importante. Si tu t'es déjà posé des questions du style « Est-ce que je suis en train de me faire avoir en laissant mon argent dormir dans mon compte en banque? Est-ce que Bitcoin est encore une arnaque ou est-ce que j'ai loupé le train? Pourquoi est-ce que plus de 200 000 Français ont déjà sauté le pas en allant sur du Bitcoin? Et surtout, est-ce que moi aussi, je peux aujourd'hui commencer à investir en Bitcoin sans y penser, sans mettre des sommes trop importantes pour moi? Et ben en fait, on va répondre à tout ça aujourd'hui. Et si jamais tu ne connais pas encore le Crypto Daily, nous on est un média d'actualité où on va proposer donc vraiment toute l'actu en 2 minutes chaque jour gratuitement directement sur ton mail via une newsletter. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Salut Alex. Salut Benjamin. Ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Très content de faire cette interview avec toi. Premier jeu, tu vas me répondre par oui ou non. C'est tout simple. C'est un je suis et je vais te poser une petite dizaine de questions. Est-ce que tu es prêt? Let's go. Je suis contre le système anticapitaliste actuel. Non. Je suis convaincu que 99% des cryptos vont à zéro. Oui. Je suis plus Elon Musk que Greta Thunberg. Oui. Je suis convaincu que l'école ne m'a rien appris sur l'argent. Non. Je suis encore traumatisé par FTX. Oui, on peut dire. Je suis prêt à tout pour faire x10. Pour mon business ou pour mon argent, oui ou non? Ouais. Je suis persuadé que XRP ne sera jamais adopté par les banques. Oui. Je suis convaincu que le bear market est une opportunité. Oui. Je suis plus hold que trade. Oui. Je suis convaincu que Solana, c'est juste du marketing. Oui. Je suis favorable à l'égalité des chances, mais pas à l'égalité des résultats. Oui. Je suis pour une régulation stricte des cryptos. Non. Je suis convaincu que les femmes devraient investir plus. Oui. Je suis contre les influenceurs crypto. Non. Je suis persuadé que le futur de l'épargne sera 100% décentralisé. Non, on pourra en parler. Je suis pour les CBDC. Non. Je suis à l'aise avec l'idée que mon argent dorme en Bitcoin. Oui. Je suis plus intéressé par la tech que par le gain. Oui. Et enfin, je suis convaincu que les banques finiront par adopter Bitcoin. Oui. Merci beaucoup, Alexandre. On a vu récemment ton passage chez Legend, notamment. Alors, petite question, et je vais commencer directement, avant de parler de Bitstack et tout. Est-ce qu'il y a un avant-après en passant chez Legend pour Bitstack? Il y a un avant-après. Est-ce qu'il y a un avant-après pour toutes les personnes qui passent chez Legend? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un avant-après pour Bitstack? Oui. C'est la raison pour laquelle on avait identifié Legend en premier temps. Dans un premier temps, c'était parce que c'est une audience très grand public. Guillaume Play, qui anime l'émission, invite des gens de tout horizon. Et vis-à-vis du positionnement de Bitstack, qui est le grand public, c'est comment aider n'importe qui à épargner et investir en Bitcoin. On s'était dit qu'il y avait une opportunité énorme de venir un peu parler de qu'est-ce qu'est le Bitcoin, à quoi ça sert, c'est quoi la proposition de valeur, pourquoi épargner en Bitcoin. Et du coup, pourquoi Bitstack et ce qu'on fait chez Bitstack et comment on aide les gens à investir pour la première fois en Bitcoin. Donc oui, il y a un avant et un après. Eh bien, écoute, on va en parler juste après. On va commencer directement. Je vais te présenter. Tu as 28 ans, tu es le cofondateur et CEO de Bitstack. Tu as notamment dirigé le développement de Moka, anciennement une application d'épargne qui a été rachetée par la néobanque Mogo. Donc c'était au Canada. C'est ça. Et ensuite, tu es revenu en France pour lancer Bitstack. Aujourd'hui, Bitstack, c'est plus de 200 000 Français qui ont épargné sur Bitstack. C'est un chiffre dont tu dois être très fier, j'imagine. C'est quand même c'est un milestone, là. On parle de 200 millions d'euros en Bitcoin, quand même. C'est dans les apps un peu finance, fintech, etc. en France, c'est dans les tops. C'est des montants. Alors, si on prend pas d'échelle de temps en compte, non, il y a plus. Mais ce qu'il faut mettre en perspective, c'est qu'on a fait ça en 2 ans et demi. Ça, c'est en 2 ans et demi. Voilà, en 2 ans et demi, on est passé de rien à 200 000 Français qui ont épargné 200 millions d'euros en Bitcoin. Ouais. Donc, on est à peu près sur. On fait ce qu'on appelle de l'hypercroissance. Pour donner un exemple, sur 2025, on va 2 fois plus vite. C'est-à-dire qu'en un mois, on fait les chiffres qu'on a fait en 2 mois l'année dernière. Donc voilà. Donc on va avoir une grosse année 2025. Ouais, et je pense qu'à chaque fois que je passe dans un épisode, je suis très content parce que j'ai des nouveaux chiffres. C'est des nouveaux chiffres, c'est des nouveaux trucs à chaque fois. Tout devient obsolète très rapidement. C'est un banger en vrai. C'est vrai. Alors,
la base de Bitstack, c'est vraiment la mécanique de l'arrondi à l'euro supérieur. Oui. Typiquement, si je vais acheter un café et que ça me coûte 2,60 €, il va y avoir 3 € qui vont être prélevés. Les 40 centimes de delta vont être investis directement en Bitcoin. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Je prends toujours moi l'exemple, et les gens qui m'écoutent doivent, doivent en avoir marre que je me répète, mais je prends toujours l'exemple du café. Tu achètes un café 2,60 € avec ta carte bancaire de ta propre banque que tu as juste connectée à l'application. Donc comme ça, il n'y a pas de frein. C'est vraiment toi, on ne te demande pas de changer tes Oui, habitudes. t'as rien à faire. Voilà, tu n'as rien à faire. Pas à t'es- gérer un truc et tout. Voilà, si tu as un compte LCL, tu connectes ton compte bancaire LCL, tu prends ta carte LCL, tu dépenses, tu achètes un café 2,60 €, ça va être arrondi automatiquement par l'application à 3 € et tes 40 centimes de différence vont être épargnés et investis en Bitcoin. Parce qu'il n'y a pas que ça aussi sur Bitstack. Je peux aussi avoir des multiplicateurs, typiquement que les 40 centimes x2, x3, x4. C'est quelque chose que j'utilise moi depuis 2 ans maintenant. Voilà, j'ai l'application, vous pouvez voir la courbe qui Tu monte, qui retires. descend. Je retire toujours à partir d'un D'un certain montant. beaucoup de gens Je font ça. retire Ouais. en truc. En plus, c'est gratuit de retirer sur Bitstack. Exactement. C'est Ouais, c'est vraiment pour, pratique. pour récapituler un peu tout ce que tu as dit, effectivement, l'arrondi, nous, on le positionne comme notre produit d'appel. Pour que les gens visualisent, très simplement, c'est à la fois un produit d'appel d'un point de vue marketing, hein, dans le sens où ça parle, c'est ludique, c'est sympa, c'est indolore. C'est souvent le mot que nos utilisateurs reprennent. Donc, il n'y a aucun effort. Et c'est une façon de démarrer sans prendre trop de risques. Parce qu'en fait, pour nous, une audience qui est très grand public, l'idée un peu préconçue du Bitcoin, c'est que c'est extrêmement risqué, c'est volatile, je vais perdre de l'argent. C'est de l'arnaque. C'est bien de sûr. l'arnaque, voilà. Donc avec l'arrondi, c'est un peu une façon très soft de dire, ben, en fait, regarde, au début, on va pas te demander de prendre trop de risques, tu vas juste Des mettre ta petites sommes. petite monnaie, comme de la même manière qu'avec les pièces physiques, on mettait sa petite monnaie dans un fond de tiroir ou dans un cochon. Et en plus, il s'avère que ça se permet de créer une cagnotte d'épargne qui, mine de rien, en fait, s'accumule, puisque pour donner une idée, c'est entre 10 et 15 € par semaine. L'arrondi automatique sans multiplicateur, donc ça fait 40 à 60 € par mois, et en plus exposé à la tendance du Bitcoin. Donc si le Bitcoin le prix du Bitcoin augmente, ça prend de la valeur. Et après, tu peux effectivement faire des investissements récurrents. Tu peux acheter et vendre instantanément à n'importe quel moment. C'est aussi important que les gens puissent récupérer leur argent et retirer ces Bitcoins pour les sécuriser soi-même. Et surtout, vous faites un truc pas mal. Je sais pas s'il va pouvoir zoomer à la caméra, mais tu vois l'augmentation du prix du Bitcoin comparé à l'augmentation Comparé à ton de épargne. Ouais, on donne pas mal de ton chiffres pour que épargne. les gens C'est vraiment pas visualisent mal. combien ils ont mis versus combien ça vaut. C'est hyper important que ce soit transparent. Donc les plus ou moins values réalisées, enfin ou non réalisées pour le coup. Donc voilà, si tu mets 100 €, on va te dire bah, aujourd'hui ça vaut 120 €, ça vaut 80 €, etc. Donc on a un point commun, on en parlait juste avant en off, c'est que tu étais au Canada, moi aussi j'y étais, maintenant j'y suis retourné, j'habite de nouveau. Tu as décidé de rentrer du Canada, tu étais à Montréal aussi, c'est ça? C'est ça. Tu rentres du Canada pour fonder Bitstack. Est-ce que le changement n'a pas été trop bizarre, trop différent? Non, parce que c'était une démarche réfléchie dans le sens où, pour retracer, moi je suis parti à mes 17 ans au Canada pour faire mes études. Ok. Je suis parti à l'université de McGill à Montréal. J'ai fait une école de commerce. C'est notamment comme ça que j'ai rencontré pour la première fois mon maintenant cofondateur Kabir, qui lui était en école d'ingé. Et le point commun qui nous a rassemblés ou le centre d'intérêt commun, c'était Bitcoin. Parce que finalement, tu sais, ces grandes universités américaines, on est 40 000 sur le campus, il n'y avait aucune raison qu'on se rencontre. Mais on travaille tous les deux sur Bitcoin. Moi, j'avais monté un projet qui était financé par l'université de McGill, qui était un projet de recherche sur Bitcoin et sur les caractéristiques propres monétaires à Bitcoin. Et mon associé Kabir, lui, avait fondé la première association étudiante sur le sujet, donc tout ce qui traitait de Bitcoin, crypto, blockchain, tout ça. Donc il organisait des événements sur le campus et c'est à travers ces événements-là qu'on s'est rencontrés. Mais on n'a pas travaillé ensemble tout de suite. On a un peu fait carrière et notre chemin chacun de notre côté. Moi, après mes études, je suis parti diriger, tu le disais un peu plus tôt, le développement produit d'une fintech, d'une app canadienne qui s'appelait qui s'appelle Moka, et qui était une app d'épargne, mais sur des produits financiers dits classiques. Donc en fait, on aidait les gens à épargner et à investir dans la bourse, en gros. Et ils voulaient pas faire de la crypto? Et à l'époque, ils ne voulaient pas faire de la crypto. C'est assez marrant parce que moi, Dans j'avais quelle un année, produit- excuse-moi? Ouais, c'était donc moi j'ai fait mes études de 2014 à 2018, donc ça devait être de 2019 à 2018 à 2020. Ok. Donc il y avait eu ce gros sujet 2017, première grosse montée des prix du Bitcoin et des autres cryptos. Donc le sujet a été abordé, je me rappelle, dans la boîte. Moi j'étais pour, surtout pour Bitcoin en tout cas, mais c'était vu comme beaucoup trop risqué. Il n'y avait pas encore de conviction forte que c'était un sujet d'épargne. Et donc le mettre dans un portefeuille d'épargne ou même d'investissement, c'était pas encore très clair. Et par aversion au risque, ils n'ont pas voulu le faire. 2 ans après, moi, j'ai quitté cette boîte pour lancer Bitstack, puisque la boîte venait d'être rachetée. Et j'avais ces 2 sujets qui trottaient dans ma tête, qui étaient quand même une conviction forte sur l'épargne, l'investissement. C'est quand même
important d'aider les gens à épargner et investir parce que c'est la base de Bien tout entendu. objectif de vie. Faut financer ses objectifs de vie, une maison, la retraite, ses enfants, l'avenir de ses enfants, etc. Et le Bitcoin comme justement nouvelle proposition de valeur pour protéger son épargne. On en parlera après parce que voilà, Bitcoin a plein de caractéristiques clés. Au final, on peut dire que tu as entrepris dans les 2 pays. Qu'est-ce qui Oui. change le plus au final entre la France et le Canada? Pour faire court, c'est un changement de. Il y a deux changements. Un changement de fond, déjà. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, si j'inclus les US, il y a beaucoup plus de financement pour favoriser l'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup plus de ressources mises à disposition, que ce soit du financement pour investir dans ta société ou des ressources comme des accélérateurs, des entrepreneurs qui sont là pour t'aider. Ce qui est moins le cas en France, malgré le fait que ça devient de plus en plus le cas. Et deuxièmement, il y a une mentalité, un mindset, comme on appelle ça, différent sur l'échec et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aux US, le plus tu as échoué, le plus tu as de chances de réussir. Bien sûr. Alors qu'en France, c'est un peu contre-intuitif ou pas, mais si tu as échoué, tu es un peu plus mal vu. Alors, on va me dire, c'était peut-être le cas plus avant. C'est vrai que ça change, mais il faut se dire que c'est la base. Enfin, c'est de là qu'on part, quoi. C'est la fameuse phrase a winner is just a loser that lost a lot of times. Ouais, c'est ça, exactement. Un gagnant, c'est juste quelqu'un qui a perdu plein de fois en fait. Voilà, c'est ça. C'est où d'après toi le plus dur pour entreprendre? En France ou au Canada? En France. En France. En France, pour les deux raisons que j'ai soulignées, plus aussi, et ça fera le pont avec un peu l'industrie du Bitcoin, enfin, ou des acteurs autour du Bitcoin, c'est qu'en Europe, globalement, on aime beaucoup réguler. Donc ça, c'est une réalité. Mais même que ça soit RGPD de manière générale ou d'autres régulations, on navigue un environnement qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteux. Donc c'est plus difficile à entreprendre. De ce que tu me dis, il y a un vrai fil rouge autour de l'épargne dans ta carrière. C'est quoi vraiment ce qui t'a déclenché cette envie d'aider les gens à épargner et à peut-être vivre mieux dans le futur? C'est une bonne question. Il y a deux choses, je pense, là, en y réfléchissant. La première, c'est que moi, en fait, au début, je voulais faire une carrière en finance, mais ce qui n'était pas. Alors, on va dire qu'après coup, je suis un peu dans une carrière en finance, mais en tout cas, la carrière en finance que j'avais initialement prévu de faire en banque d'affaires ou en finance des marchés, etc., ça, je savais, Je j'ai compris t'imagine avec un après. costume, Ouais, cravate voilà. et tout d'un coup là. C'est pas moi. C'est pas moi et c'est ni ce que j'aime faire au final. Et j'aimais pas l'approche à l'université, comment ces sujets-là étaient abordés et comment on apprenait ça. Mais ça m'a donné une appétence à quand même tous ces sujets d'investissement, de construction de portefeuille, comment un peu le monde fonctionne autour de l'argent et de l'économie. Et en parallèle, il y avait quand même un sujet où j'étais très axé nouvelles technologies, entrepreneuriat. Et j'aimais aussi, moi, à titre perso, gérer mes finances personnelles. Je gérais, moi, de mon côté, j'avais un fichier Excel, j'épargnais beaucoup, j'investissais mon argent pour le faire travailler. Et donc, j'étais très curieux de dire où est-ce que mon argent y va, comment je le fais travailler, comment ça marche, qu'est-ce que la banque, elle fait de mon argent ou comment fonctionnent ces différents produits. Et quand j'ai découvert Bitcoin, ça a un peu chamboulé tout ça, parce que je me dis, attends, les choses ne sont pas censées uniquement fonctionner comme ça. Et c'est comme ça que je suis tombé dans ce mix de épargne Bitcoin. Mais alors Bitcoin, c'est pas un peu trop risqué pour aider les gens à épargner? C'est vrai qu'on dirait que c'est fou de mélanger ces deux mots parce que l'épargne, surtout en France, on parle de sécurité. L'épargne, c'est vraiment je mets mon argent et j'ai une garantie de récupérer cet argent-là. Mais en fait, je pense que c'est une mauvaise façon de penser puisque placer son épargne sur un compte non rémunéré ou même sur un compte rémunéré style livret A et autres, en fait, est risqué parce que votre pouvoir d'achat diminue dans le temps. C'est juste que les gens ne sont pas forcément au courant ou en tout cas ne réalisent pas l'impact que ça peut avoir. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la Banque centrale européenne, ou n'importe quelle banque centrale dans le monde, a pour objectif de émettre de la monnaie pour stimuler l'économie. C'est un de ces leviers d'action sur l'économie. Sauf qu'il y a une conséquence à cela, quand on émet de la monnaie, on dilue cette monnaie et donc son pouvoir d'achat. Et l'objectif de la Banque centrale, c'est à minima 2%. Enfin, c'est 2%. Et en fait, j'aime bien toujours mettre en perspective 2% de dilution, d'inflation par an, c'est la moitié de son pouvoir d'achat tous les 30 ans. 25 ans. Ouais, entre 25 et 35 ans. Donc en fait, laisser son argent dormir, c'est risqué. Et c'est ça qu'en fait, on comprend plus tard ou les gens comprennent pas. Et donc Bitcoin, dans ce point-là, on voit le risque différemment. Tu vois bien sûr, tu vois les risques différemment. Et Bitcoin qui reste malgré tout l'actif le plus performant Des 10 dernières années, de toutes classes actives confondues. Voilà. Et quel est le lien entre Bitcoin et ce que je viens de dire? C'est que Bitcoin a une offre limitée, 21 millions, c'est le fameux cap dont tout le monde entend parler. Donc il n'y a personne qui peut venir diluer la monnaie. Et donc de ce point de vue-là, son pouvoir d'achat est protégé puisque on détient un Bitcoin sur 21 millions. Dans 100 ans, j'aurai toujours un Bitcoin sur 21 millions. Je le vois déjà venir dans les commentaires. Oui, parce qu'on a toujours des trucs qui vont dire oui, mais avec l'ordinateur quantique, peut-être que ça risque d'être très très long avant de changer les 21 millions et probablement qu'on ira déjà chercher les bitcoins qui sont perdus et que personne n'utilise avant de pouvoir aller changer la supply. Qu'est-ce qui vous a convaincu, toi et Kabir, à vous dire que le DCA, c'était le meilleur moyen de commencer?
toutes les décisions qu'on a prises, dont l'utilisation du DCA, étaient dans une démarche où on voulait s'adresser à une audience très grand public. En fait, moi, à la base, Bitstack, c'est aussi un peu parti de je veux créer une application pour que mes parents, mes amis, qui ne sont pas du tout dans le milieu ni connaissent rien, puissent pouvoir épargner et investir en Bitcoin. Qu'ils aient pas de 24 mots, qu'ils se fassent pas. Voilà. Et donc, tout ce qu'on a construit autour de Bitstack part de cette réflexion-là. Donc, d'avoir un wallet qui n'est pas non-custodial, par exemple, même si effectivement, philosophiquement, c'est intéressant. Nous, c'était de dire, on crée une app, on fait la conservation de vos fonds sur l'application et vous pouvez retirer quand vous voulez, une fois que vous vous sentez à l'aise pour sécuriser vos propres bitcoins. Et le DCA, c'était un peu la même démarche. C'était de dire, en fait, épargner et investir sur Bitcoin, ça reste un actif qui est volatile. La volatilité, quand on faisait des interviews clients ou de notre potentiel client, c'était un des premiers gros freins. C'était dire, oui, combien je dois mettre, à quel moment, et comment je m'assure que je ne perds pas 20% derrière, que je ne panique pas. Et donc le DCA, on connaît bien, c'est la valeur, la proportion de valeur. Tu nous définis en une minute max ce qu'est le DCA? DCA, Dollar Cost Averaging, c'est une méthode d'investissement qui dit, au lieu de mettre un montant fixe d'un coup pour investir, je vais lisser mes investissements. Donc au lieu de mettre 100 € d'un coup, je mets 10 € pendant 10 semaines, toutes les semaines. Et ça vient lisser mon point d'entrée pour en fait mitiger l'impact de la volatilité de l'actif. Donc si le Bitcoin il monte, il descend, au lieu de acheter à un moment donné et d'un coup il monte, tant mieux, mais s'il descend derrière, on n'est pas content, on prend peur. Et là, je viens acheter un petit peu quand c'est à ce prix-là, un petit peu quand c'est plus haut, un petit peu quand c'est plus bas, et en fait on lit son point d'entrée et on optimise sa performance sur le long terme. Personnellement, dès que moi j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'épargne, c'est la première chose qu'on t'apprend en vrai. Au final, c'est les bases de l'épargne, etc. Mais le DCA, alors attention, parce qu'il y a du DCA sur des trucs sérieux, typiquement S&P 500, Bitcoin. Si vous faites du DCA sur des shitcoins pump.fun, les amis, là, ça risque d'être un peu plus... Le DCA fonctionne uniquement si on a une conviction que sur le long terme, l'actif, il sera haussier. Mais sinon, effectivement, ça sert à rien. En moyenne, d'un client chez Bitstack, par semaine, c'est combien d'argent qu'il arrive à mettre de côté? En moyenne, avec l'arrondi, ça représente entre 10 et 15 € par semaine. Donc 40 à 60 € par mois. Ça représente à peu près 650 € par an. Sans y penser. Sans y penser. Et en plus, qui est investi en Bitcoin. Et donc, grâce à la méthodologie du DCA, si le prix du Bitcoin monte, on va s'exposer à la performance haussière du Bitcoin et valoriser son épargne. Quand le prix du Bitcoin, là, en fin d'année 2024, on a fait l'analyse, la performance moyenne sur Bitstack, elle était à plus de 200%. C'est-à-dire les gens en moyenne sur Bitstack avaient fait x3 sur leur argent. Incroyable. Donc je dois être dans cette moyenne au final, si je suis là depuis le... Ouais, si tu as commencé les 6 premiers mois ou la première année de Bitstack, c'est ça. J'ai commencé au tout début. C'était trop bien, j'avais plus le temps d'y penser. Et ce qui montre que c'est une épargne moyen-long terme. Plus on laisse le DCA tourner, plus on attend et on est patient. Et comme le Bitcoin sur le long terme offre limité et demande qui augmente, donc le prix monte, son épargne elle est valorisée. Toi, est-ce que tu utilises Bitstack au quotidien? Tu continues de stacker automatiquement? Ouais. Bitstack, comme je disais, je l'ai créé pour les gens autour de moi, mais je l'ai aussi évidemment créé pour moi. J'ai découvert le Bitcoin en 2016. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est quand je m'en suis intéressé au Bitcoin, vite on comprend qu'il faut placer son épargne, en tout cas une partie de son épargne. Après, moi je l'ai déjà dit publiquement, je suis maintenant all-in, comme on dit, j'ai 100% de mon épargne pratiquement en Bitcoin. Mais je pratique moi-même la méthodologie du DCA parce que c'est pas qu'on vend ça pour les gens, c'est la meilleure méthodologie. Si on a une conviction long terme, qu'on n'est pas trader et qu'on veut dormir la nuit, on place son épargne. Donc moi, j'utilise le DCA et Bitstack, c'est l'app un peu ultime, si je peux dire, du DCA. C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est que du DCA. C'est ça la proportion de valeur de Bitstack, c'est de l'épargne grâce à la méthode du DCA en Bitcoin. Donc oui, j'utilise Bitstack au quotidien. Et pourquoi pas les autres cryptos? Ouais, ça c'est une bonne question. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'encore une fois, on voulait s'adresser à un marché très grand public, à monsieur, madame, tout le monde. Le Bitcoin, tout le monde en a entendu parler. La crypto, ça fait un peu plus peur. On ne sait plus trop, du coup, quelle crypto, quelle est la différence entre le Bitcoin et les autres cryptos, etc. Autant en 2021, Bitstack. En plus, ouais, 2021. Bon, il y avait plein d'autres cryptos, maintenant il y en a encore plus, puis il y a pas mal d'autres choses. Mais tu demandais à quelqu'un, est-ce que le Bitcoin, tu vois ce que c'est? Oui. Si tu dis un panier de crypto avec Solana dedans et tout, tu vois ce que c'est? Non. Donc, déjà, d'un point de vue, créer un message simple et clair pour aller chercher le grand public. Un message aussi. Voilà, il y avait un côté business déjà, premier point. Deuxième point, il y a aussi une conviction personnelle. T'es maximaliste. Qui est, certains appellent maximaliste, minimaliste, on ne sait plus trop. On s'est perdu depuis le temps. On s'est perdu, mais en tout cas, à titre personnel, je ne détiens que du Bitcoin parce que j'ai cette conviction forte que Bitcoin, c'est un actif avec des propriétés monétaires ultra intéressantes. L'offre limitée, on en a parlé, c'est potentiellement la seule crypto-monnaie qui est réellement décentralisée et donc qui a une vraie valeur ajoutée dans notre société
versus d'autres crypto-monnaies qui, pour moi, ressemblent beaucoup plus à des titres financiers de start-up technologiques avec des problèmes en recherche, enfin des solutions en recherche de problèmes. Et donc, c'est beaucoup plus spéculatif, en Bien tout cas. entendu. Et les cryptos, effectivement, ça peut faire peur. Aujourd'hui, on a des ETF spot sur Ethereum, par exemple. Est-ce qu'il pourrait arriver qu'à un moment, on ait peut-être d'autres produits vraiment très régulés, très grand public? Donc, Ethereum. Oui, faut jamais dire jamais. Au final, il y a quand même une écoute par rapport aussi à ce que nos clients y demandent. Même moi, j'ai une conviction personnelle, mais après, il y a ce que nos clients veulent. Donc oui, on attend. En fait, c'est juste qu'on a une approche ultra conservatrice sur est-ce qu'on ajoute quelque chose parce que, on est une app d'épargne, en fait. Donc il faut que cet actif, il rentre dans une démarche d'épargne. Donc là, déjà, ça en élimine pratiquement toutes. Et en plus de ça, je pense que les autres crypto-monnaies, un sujet qu'on suit de près parce que ça commence à être un actif régulé qui a une utilité, qui a pas mal d'utilité au sein du système financier, c'est les stablecoins. Non. Donc les stablecoins, il y a des réflexions autour des stablecoins et comment les stablecoins peuvent être utiles pour soit convertir, passer des euros à des bitcoins et passer par des stablecoins, dans le sens inverse aussi. Les stablecoins comme moyen de paiement, comme moyen de transfert de fonds à l'international, etc. Il y a quand même des sujets autour des stablecoins. Tu peux nous rappeler Qui sont ce qu'est intéressants. un stablecoin très rapidement? Ouais, alors un stablecoin, c'est un jeton numérique émis sur une blockchain par une entité centrale, pour le coup, ou en tout cas plus ou moins centralisée, mais qui a une particularité, c'est que sa valeur, elle est adossée à une monnaie étatique. Donc, quand on parle de stablecoin euro, on va parler d'un jeton numérique sur la blockchain qui a une valeur de 1 pour 1 avec l'euro. Donc, Un un jeton, stablecoin 1 euro euro. égale 1 euro, un stablecoin dollar égale 1 dollar. C'est principalement le dollar qui est utilisé d'ailleurs voilà, sur la blockchain, c'est ça. l'USDT et l'USDC. Exactement. Aujourd'hui, vous avez quel type de profil qui achète du Bitcoin? Principalement, le cœur de notre cible, c'est les 18-35 ans. Donc, il y a des étudiants, des jeunes pros, il y a des cadres aussi, des cadres supérieurs, qui ont entendu parler de Bitcoin et qui sont plus ou moins convaincus et qui, grâce à Bitstack, se mettent à épargner et diversifier leur portefeuille. Parce que pas tout le monde est all-in. Donc, il y en a, ils vont avoir des produits d'épargne, des PEA, des livrets A. Et du coup, avec Bitstack, ils se créent un compte épargne en Bitcoin. Malgré ça, comme on a une proportion de valeur qui est très grand public, en fait, on a réussi aussi à aller chercher finalement la population française. Et la population française, c'est du 18 en fait jusqu'à 80 ans. 80 ans, le doyen? Ouais, les plus âgés sur Bitstack, on approche les 80 ans. Et bon, après, il y a des sujets parce que ça devient ce qu'on appelle des personnes vulnérables. Oui, tu peux plus les faire investir à finance. partir d'un certain Voilà, âge, c'est ça? sur certains produits, surtout la crypto-monnaie où pas qu'une question d'investissement, mais il y a aussi des risques de fraude, d'arnaque, etc. Parce que c'est ce qu'on appelle les personnes vulnérables. Mais donc, ça va quand même de 18 à 80 ans, avec toute catégorie socio-économique représentée. On a des artisans, des gens de la profession libérale, des militaires, des employés, des cadres, des dirigeants, Bitstack, ça etc. parle à tout le monde aujourd'hui. Ça parle à tout le monde. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est aussi de ça que je suis très fier. Comment vous avez fait pour devenir numéro 1 en partant de zéro sur un marché comme la crypto? Alors, si c'était si simple de le résumer. Parce qu'on l'a C'est- vu c'est le fruit de sur beaucoup l'App de Store travail. plusieurs fois, Bitstack en France Ouais. s'est placé numéro 1. Ouais, c'est vrai qu'on est devenu en 2 ans et demi une des top 10 apps les plus téléchargées en France. Plusieurs fois top 1 des apps crypto les plus téléchargées en France, devant des Binance et Bien autres. sûr. Donc c'est Et vrai bravo à vous, que. d'ailleurs. Ouais, merci beaucoup. C'est le fruit de beaucoup de travail. Pour en nommer quelques-uns, c'est le fait qu'on a eu un message et une proposition de valeur très claire et très simple. Encore une fois, c'est Facile à un comprendre. positionnement sur l'épargne en Bitcoin et donc pourquoi épargner en Bitcoin avec tout un discours autour de ça et moi qui porte ce message-là. Deuxièmement, c'est une application ultra simple et sécurisée. Donc, on est régulé auprès de l'autorité des marchés financiers. Il y a une expérience sur mobile, n'importe qui de 18 à C'est très 80 ans facile. qui peut C'est très l'utiliser. facile. Voilà, tu confirmes. J'ai mis ma mère dessus. J'ai beaucoup de gens qui ne connaissent pas les cryptos et qui ne sont pas encore prêts pour aller sur un exchange C'est ça. ou un MEX ou quelque chose comme ça. Je vais commencer par les envoyer, tu vois, sur Bitstack parce que c'est facile, t'as pas besoin de connaître. C'est Après, ça. ce sera peut-être un Swissborg, etc. Et après, on verra s'ils veulent C'est sortir ça. de là. Mais Mais tu mets le doigt du coup sur, en ayant ce positionnement, l'effet que ça a eu, c'est que les gens ont compris le positionnement Bitsa qui était d'être le point d'entrée, la solution la plus simple pour démarrer. Et donc il y a eu un énorme effet bouche à oreille et parrainage, donc il y a aussi un système de parrainage, de dire en fait voilà, je veux mettre quelqu'un qui n'est pas dans le Bitcoin, qui m'a dit ah bah oui en fait moi j'aimerais bien, mais c'est compliqué. Bitstack c'est la solution et donc tout le monde propage un peu le mot comme c'est ça. facile, t'y penses pas, etc. Et dernièrement, après, j'ai une super équipe aussi, il faut bien que je le mentionne. On est parti de 2 personnes à, en 2 ans et demi, on est pratiquement plus de 25 collaborateurs. Incroyable. Et donc, c'est le fruit de, évidemment, toute l'équipe. Ouais. Très beau parcours.
Maman, si tu regardes cette vidéo, je pense que là, tu sauras une bonne fois pour toutes à quel point, quand je te dis Bitstack, c'est bien, etc., tu pourras le voir. On va passer à la prochaine partie. Et avant ça, comme vous a dit Alexandre, effectivement, ce qui a beaucoup marché avec Bitstack, c'est le parrainage. En scannant le code QR qui apparaît ici, vous allez pouvoir gagner 5 euros en vous inscrivant tout simplement sur Bitstack. Nous aussi, on va gagner 5 euros et ça va nous aider en fait à développer la chaîne. Et pour ça, on vous remercie énormément. On va pouvoir continuer à faire du contenu sur plein de choses en crypto et ailleurs. Deuxième jeu, Alexandre, tu vas me compléter des phrases. La pire stratégie d'investissement, c'est Tout mettre d'un coup sur une crypto-monnaie. ce que les gens n'ont toujours pas compris sur la crypto, c'est que C'est qu'il y a une vraie utilité, pour le Bitcoin en tout cas. Solana, c'est Solana, c'est de grandes promesses pour peu d'utilité derrière. je ne ferai plus jamais confiance à À certains influenceurs crypto, si je devais parier ma vie sur une seule crypto, ce serait le Bitcoin. un truc que j'ai compris trop tard sur la crypto, c'est À quel point le DCA fonctionne vraiment. ma plus grosse perte en crypto, c'est quand j'ai Tout mis sur autre chose que le Bitcoin. l'erreur que tout le monde fait en crypto, c'est C'est penser qu'on peut faire x100 rapidement. la crypto qu'il ne faut surtout pas acheter, c'est Le Trump Coin. s'il y a bien un moment pour acheter, c'est Hier, aujourd'hui, sinon, XRP, c'est de la merde. le vrai problème avec Bitcoin, c'est Que trop de gens crachent dessus. ceux qui trade tous les jours sont Des prétendants amateurs traders. Ethereum est devenu Est devenu un peu obsolète par rapport à tout ce qui se passe maintenant. le marché crypto me dégoûte Quand il y a encore des poncifs qui ont été adressés il y a des années, qui sont encore remis sur la table, Bitcoin pollue, Bitcoin est pour les terroristes, etc. Bitcoin pollue, Bitcoin enjeu stratégique, Bitcoin au premier plan. Je pense que ça va être la magnifique transition vers notre prochain sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas considérer Bitcoin comme un enjeu géopolitique et stratégique de premier plan? Oui, pour diverses raisons, qu'on y adhère ou pas. Premièrement, le Bitcoin, même si le Bitcoin n'a pas de politique en tant que tel, le Bitcoin est politicisé, entre guillemets. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de gens maintenant qui ont du Bitcoin, qui veulent utiliser Bitcoin, qui comprennent la proposition de valeur de Bitcoin, et ben ces gens-là, ça peut devenir un électorat potentiel. Donc par cette définition-là, il y a et on l'a vu de plus en plus, on le voit d'ailleurs récemment, et notamment aux États-Unis beaucoup, la prise de position de certains partis politiques sur Bitcoin pour essayer de gagner des électorats. Enfin, un électorat. Donc oui, Bitcoin devient un enjeu géopolitique pour cette raison-là. Il devient aussi un enjeu géopolitique parce que c'est un actif stratégique, et j'utilise ces mots pour les raisons par rapport à ce qui a été énoncé, notamment aux États-Unis. Mais Bitcoin, si on part du principe, c'est la même démarche pour les particuliers que pour les institutions, que pour les gouvernements. Si Bitcoin, on est convaincu que c'est un peu comme de l'or numérique, même si moi je pense que c'est une mauvaise analogie, mais il n'y en a que 21 millions et il n'y en aura jamais plus, et que du coup le prix du Bitcoin va monter, que ce soit pour les particuliers ou les gouvernements, il faut en accumuler Le maximum le plus vite le possible. maximum le plus vite possible. Tu nous dis que c'est une mauvaise analogie avec l'or numérique, pourquoi? Parce que c'est bien plus. C'est une partie de la définition de Bitcoin, c'est que ça peut avoir un ressemblant ou un semblant d'or numérique par Avec rapport au cette fait rareté, rareté. Mais en fait, c'est d'ailleurs bien plus parce que l'or, pardon, c'est pas ce qu'on appelle la rareté absolue, c'est rare. L'or, c'est rare. c'est une rareté Par contre, infinie, c'est ça? c'est-à-dire que plus le prix de l'or monte, plus il y a d'investissement dans les mines d'or ou dans la recherche d'or, et donc l'offre de l'or augmente, on en trouve plus. Et donc, l'offre, elle fluctue aussi en fonction de la demande. Ce qui est assez intéressant avec le Bitcoin, c'est que peu importe la demande, l'offre, elle est fixe. Et donc ça, c'est intéressant. Et même dans la même démarche, même si l'offre, elle est fixe que par rapport aux 21 millions finaux, on a une offre qui est prédéterminée et qui est prévisible. C'est-à-dire on part de zéro pour aller à 21 millions. Des Bitcoins émis toutes les 10 minutes, on simplifie, divisé par 2 tous les 4 ans. Hop, et on arrive sur ce fameux graphique qui amène aux 21 millions. Donc oui, c'est un enjeu géopolitique. On l'a vu avec le gouvernement américain on a vu avec le Salvador d'abord, Avec le Salvador, qui a c'est voulu comme en ça. faire un enjeu géopolitique, notamment eux dans une optique d'attraction touristique pour A stimuler. priori, ça a marché. A priori, qui a fonctionné, c'est ça que les gens sont beaucoup restés bloqués sur le prix du Bitcoin. Encore une fois, les journalistes parfois disaient le El Salvador A perdu X a perdu millions tant. Bon, déjà au final, ils en ont gagné pour le coup. Insupportable. Il fallait attendre quelques mois plus tard. Mais en plus, derrière, il fallait comprendre quel était le réel enjeu. Et je pense que c'était compris par le gouvernement. C'était d'attirer. Encore une fois, un peu comme l'électorat, là, c'était d'attirer les gens qui utilisent le Bitcoin, etc. Et donc, c'était d'en faire un peu, de stimuler la partie touristique du pays. Et le gouvernement américain, là, c'est encore à une autre échelle, évidemment, parce qu'on parle de la plus grande puissance mondiale,
qui a annoncé déjà, dans un premier temps, définir une réserve stratégique de Bitcoin en prenant tous les Bitcoins qui avaient été saisis par la justice américaine et de dire on ne les vendra jamais. Ce qui représente déjà 50 milliards de dollars américains. C'est une folie. D'ailleurs, en parlant des politiques qui vont chercher un électorat, nous, c'est quelque chose qu'on vend en tant que média. On commence à recevoir des demandes de politiques de parler Bitcoin qui ne connaissent ou qui ne connaissent pas Bitcoin. On a d'ailleurs fait une interview avec le décrié monsieur François Asselineau, qui est venu et qui m'a dit ok, je ne connais pas Bitcoin, ça m'intéresse. Et pendant 1 heure et demie, on en a discuté. Interview que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne YouTube. Alexandre, un pays sans Bitcoin dans 10 ans, est-ce qu'il est largué? Oui. Oui, oui, il est largué parce que, encore une fois, aujourd'hui, par exemple, on prend l'exemple de la France, on parle de quand même 10%, si on suit les études. Alors après, c'est plus ou moins, mais pour donner une idée, si on parle de 10% des Français qui ont déjà du Bitcoin et que ce chiffre augmente tous les ans, Il si a on... régressé ce chiffre quand même, hein. Il y a 2 ans, 3 ans, on entendait des 12, 14. Au Ouais, parce que ça final, dépend des études. ça dépend des Moi, je me études. base sur l'étude qui a été faite par KPMG KPMG, la DAN. et la DAN. Ce chiffre, il est quand même en augmentation nette. Et une autre façon de aussi comprendre que ça augmente, c'est via des boîtes comme Bitsack. Enfin, nous, on est des acteurs qui accélèrent cette adoption du Bitcoin. Nous, il y a 1 an, il y a 2 ans, il n'y avait personne. Maintenant, on parle de 200 000 Français qui ont épargné en Bitsack, sachant que la plupart de nos clients achètent leur premier Bitcoin grâce à Bitstack. Donc, dans 10 ans, si un pays n'a pas mis une infrastructure en place pour améliorer la fiscalité, permettre les paiements en Bitcoin, permettre que des plateformes se développent pour permettre l'achat et la vente de Bitcoin, oui, ce pays, il est largué parce qu'il y a une demande derrière. Tant qu'on est sur de l'actualité, on a eu une très grosse prise de parole de Larry Fink il y a quelques jours, donc le CEO de BlackRock, qui disait que si le dollar continuait de s'affaiblir dans les prochaines années, ça pourrait bénéficier à Bitcoin qui pourrait hypothétiquement remplacer le dollar. Est-ce que Bitcoin pourrait remplacer une monnaie telle que le dollar? J'ai des phases, des périodes où je pense que oui, des périodes où je pense que non. Enfin, les États-Unis, il y a tout intérêt à ce que le dollar reste, Bien sûr. pour des raisons assez évidentes, reste la monnaie Tout le monde a besoin que ce soit stratégique. soi qui puisse imprimer sa Voilà, propre monnaie, hein. C'est le but exactement, d'un État. et que les barils de pétrole soient, soient pricés en dollars américains. Maintenant, c'est une réalité, c'est que la monnaie étatique, la monnaie fiat, elle tend vers zéro. Je crois que j'avais regardé depuis 1971, qui est la fin de l'étalon d'or, le dollar a perdu plus de 80% de sa valeur. Bien sûr. Donc, par définition, on a un actif qui prend de la valeur et un actif qui perd de la valeur. Oui, il y a un genre de remplacement qui se fait, mais Il y a à une quel point phrase ce sera vrai? que j'aime beaucoup, c'est pas le Bitcoin qui monte, c'est le dollar qui descend. Ouais, voilà. Bah, c'est ça en fait, hein, puisque le Bitcoin n'est dénominé est valorisé qu'en dollars Bien sûr. ou en euros. Donc en fait, la valeur du Bitcoin, c'est ça, on peut le C'est voir. Soit le un Bitcoin qui Bitcoin. prend de la valeur, mais en fait, c'est réellement le dollar ou Les monnaies l'euro qui qui descendent. perd de la valeur. Ouais. Alors, on disait un peu plus tôt maximaliste Bitcoin. Est-ce que tu vois d'un bon œil l'arrivée des ETF Bitcoin? Je pense que globalement, oui, mais ça n'empêche pas qu'il faut souligner les risques. Pourquoi oui? Parce que ça vient quand même crédibiliser via l'institutionnalisation de l'actif. C'est-à-dire que maintenant, ça permet à des entreprises, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises ou des gros fonds d'investissement ou des gros gestionnaires d'actifs qui avaient des contraintes réglementaires et donc ils ne pouvaient pas détenir du Bitcoin en propre. Ce qu'on appelle en propre, c'est acheter du Bitcoin et le conserver soi-même. Les ETF leur permettent pour la première fois de détenir du Bitcoin de manière indirecte. Donc de cette manière-là, on vient accélérer l'adoption du Bitcoin, on vient crédibiliser le Bitcoin en tant que réel actif financier et stratégique. Et après, il faut quand même souligner les risques. Il y a un risque quand même de centralisation de la détention parce qu'on voit aujourd'hui un BlackRock, ça détient quand même beaucoup de Bitcoin. Au final, BlackRock et certains autres gestionnaires d'actifs, enfin, ou de gestionnaires d'ETF, c'est Coinbase en sous-jacent, en dépositaire. Il n'y a que Fidelity, je pense, qu'il a créé Qui a créé son eux-mêmes leur truc. propre conservation. Donc oui, il y a une détention. Après, heureusement, le Bitcoin n'est pas contrôlé par ceux qui détiennent du Bitcoin, mais par les utilisateurs Ouais, du bien. réseau, les nœuds. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais bon, tu peux avoir un impact quand même sur le marché en détenant beaucoup, beaucoup de Bitcoin. Donc voilà, il faut quand même le souligner et faire attention à ça. On a parlé donc des BlackRock, etc. Il y a notamment une entreprise qui prend aussi beaucoup de place dans Bitcoin, anciennement MicroStrategy, aujourd'hui renommée Stratégie. Pour rappel, Michael Saylor achète du Bitcoin comme ce n'est pas permis, hein. Il a plus de 2,5% de la supply en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'à la fin, c'est pas un risque pour Bitcoin, une telle concentration? Alors, peut-être pas pour la gouvernance, comme on l'a dit, c'est pas la gouvernance ne se fait pas avec les tokens, mais avec les nodes. Mais on parle quand même de 2,5% de la supply dans les mains d'une seule ou un board de Ouais. personnes. Oui. D'ailleurs, ça représente à peu près 50 milliards de dollars aussi. Parce que, il détient plus de 500 000 BTC, ce qui est quand même C'est une folie. c'est beaucoup. Ce qui est risqué, c'est que oui, c'est comme je le disais, en fait, il peut avoir un impact sur. Enfin, demain,
pour une raison ou une autre, et c'est ce qui lui est beaucoup critiqué, Si stratégie doit vendre. si stratégie est amenée à liquider ses positions en Bitcoin, ben, même si ça va pas tuer Bitcoin et que Bitcoin, son cours Son sera cours va suivi, baisser, mais Bitcoin continuera de marcher, bien sûr. Bitcoin va marcher, et à terme, ça changera pas l'histoire de Bitcoin, mais c'est vrai qu'à court terme, il y aurait un impact sur le prix du Bitcoin. Donc, il y a quand même un risque de manipuler un peu dans ce sens-là le prix du Bitcoin et le marché. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le sujet. Et si Michael Saylor vendait tous ses bitcoins? Là, on vous la met en commentaire. On allait donc réfléchir à différents scénarios qui sont que Michael Saylor juste décide de changer de board, mais il y a aussi des aspects réglementaires peut-être. On l'a vu il y a quelques dizaines d'années aux États-Unis quand l'or a été interdit, et d'autres petites histoires là-dessus. On vous met le lien en description et ça apparaît ici. On a la ministre du numérique, Claire Chapas, qui a ouvert la voie à un potentiel minage de bitcoin par EDF. Comment tu vois ça? Je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça avance dans la bonne direction. Pour que les gens contextualisent, ça fait suite à des annonces très pro-Bitcoin, très pro-mining aux USA, notamment au Texas, qui avaient bien compris la valeur ajoutée du mining de Bitcoin. Donc si la France peut prendre cette position de leader sur le marché, et on a une chance, c'est qu'on produit énormément d'électricité. Je crois qu'on est un des plus gros, voire Bien sûr. potentiellement le plus gros exportateur Et pourtant, ça nous exportateur. coûte cher l'électricité, mais c'est un Ça, autre ça, sujet. c'est un autre sujet, effectivement, ouais. Mais on produit énormément d'électricité et on exporte beaucoup d'électricité. Et notamment, enfin, moi, je suis pro-nucléaire. Je pense que c'est encore aussi un autre sujet. Le nucléaire est un atout Phénoménal extrêmement pour Bitcoin, bien sûr. intéressant déjà pour la France. Et du coup, quand on fait le point avec Bitcoin, c'est intéressant. Mais pourquoi là, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on a ces réflexions-là, et pourquoi ça peut être intéressant pour EDF de miner du Bitcoin. C'est que le minage de Bitcoin permet de faire deux choses. Il permet de rééquilibrer le réseau électrique. C'est-à-dire que, très simplement, je vais simplifier, il y a beaucoup de lectures là-dessus et beaucoup de papiers scientifiques même. La demande et l'offre de la production énergétique, elle est jamais Constante. synchronisée. Donc on produit de l'énergie généralement en journée, par exemple, si on prend en plus l'énergie renouvelable, l'éolien et tout ça, ou le solaire. Et la nuit, on allume l'électricité. Donc déjà, il y a un déséquilibre. C'est un schéma pour que les gens comprennent. Et stocker de l'énergie et déplacer de l'énergie coûte très 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 cher. Donc le Bitcoin, on peut venir brancher des mineurs de Bitcoin quand on produit trop d'électricité, et Et les débrancher débrancher. quand on a besoin de plus C'est ce d'énergie. qu'ils font d'ailleurs au Texas quand il y a des problèmes d'électricité. Ils Exactement. débranchent en 2 secondes, ça prend 2 minutes à débrancher. Et on les vient trucs. rééquilibrer le réseau électrique pour être beaucoup plus Oui, efficient. c'est ça, parce qu'en France, il y a beaucoup de pertes d'électricité, en C'est fait, ça. et cette électricité qui pourrait servir effectivement à EDF, à miner du Bitcoin, qui pourrait ensuite vendre, utiliser pour, je sais pas moi, rénover. C'est ça. Et on vient en fait valoriser l'énergie, parce qu'aujourd'hui, il y a de l'énergie, comme on dit, qui est perdue parce que il y a trop de production, ou juste parce qu'elle est produite à des endroits qui sont isolés. Et donc là, on peut venir valoriser cette énergie, parce qu'en minant du Bitcoin, ça a une valeur monétaire, numérique. On rappelle que le minage, on peut juste foutre un conteneur à côté Ouais, de c'est n'importe ça. où, on branche et merci, au revoir. Voilà. Et c'est ça c'est ça qui est intéressant. Et en plus, grâce à tout ça, contrairement à ce que les gens pensent, c'est ça qui est un peu triste, c'est que le minage de Bitcoin n'est pas anti-écologique, mais pro-écologique, parce qu'on vient donner des incitations, des raisons pour financer la transition écologique vers le renouvelable. Parce que le renouvelable, pourquoi ne fonctionnait pas d'un point de vue économique? C'est que ça coûte très cher, et au final, l'éolien, par exemple, ça marche que quand il y a du vent. Et là, avec Bitcoin, on peut rééquilibrer le réseau et valoriser beaucoup plus l'énergie. Donc, c'est intéressant. J'en profite, mais dites-nous en commentaire si vous voudriez qu'on vous fasse une vidéo complète sur vraiment la France, le minage. Est-ce on a une carte à jouer? Comment est-ce que ça pourrait se faire? On a notamment Florent Gabriel, qu'on a déjà reçu sur une interview donc de Blob, avec qui on pense que ce serait une très bonne idée. Si ça vous plairait, dites-le nous en commentaire. Est-ce que pour toi, la France a une vraie carte à jouer dans le minage? Oui ou non? Oui. Donc, OK pour le minage. La France a une carte à jouer dans le minage. Il y a d'autres choses qui arrivent en France et là un peu plus en Europe. On va notamment parler des monnaies numériques de banque centrale, les CBDC. Est-ce que tu as confiance dans les CBDC, ou pour toi, c'est plutôt le piège un peu parfait? Non, moi, je suis pessimiste. Je suis très pessimiste et craintif de l'arrivée des CBDC, enfin des monnaies numériques de banque centrale, parce que pour moi, c'est un peu l'outil idéal de corruption et de censure à grande échelle. Parce que finalement, si la banque centrale, elle a un lien direct avec notre argent, elle peut, à travers différentes politiques et différentes règles, influer directement sur nos comportements de dépenses et nos comportements d'épargne. Si demain, la banque centrale estime qu'il faut moins épargner, elle peut venir punir l'épargne en augmentant l'inflation, ou en bloquant des comptes, ou en Alors, rémunérant moins. elle pourrait le faire, mais est-ce qu'elle le ferait? Ou c'est juste le fait qu'elle puisse le faire qui est un problème pour toi?
Bah, moi, justement, fais partie des gens qui croient que si on peut le faire, ça sera fait. Ça sera fait, Euh, ok. donc, 15 jours, on il appuie faut sur le avoir des bouton. garde-fous. Aujourd'hui, il y a des garde-fous qui est tout un système où les banques centrales ont quand même moins de pouvoir. En émettant eux-mêmes leur propre monnaie, ils viennent quand même, en gros, tuer leur compétition, qui est les banques commerciales, qui sont entre les deux, et avoir un impact direct sur la monnaie. Donc, moi, je suis assez craintif. Ils peuvent venir aussi censurer. Si demain, la Commission européenne ou des grosses entités publiques européennes estiment qu'il faut dépenser moins sur telle et telle catégorie de produits, pour l'écologie, pour telle ou telle raison, et ben on peut venir direct dire, ben voilà, en fait, la solution parfaite, c'est juste de bloquer le compte pour dire, ben en fait, si vous dépensez pour acheter de la viande, si vous dépensez pour acheter telle ou telle, ou une C'est voiture marrant. qui dépasse certaines cotes de pollution, ben en fait, non, c'est bloqué. Oui, mais là, Donc, c'est Black Mirror. Là, c'est par contre, là, ouais, c'est alors moi, je fais un peu le worst case bien scénario, sûr. le doomsday scénario, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience qu'à partir du moment où il y aura les monnaies de banque centrale, ça sera possible. Après, est-ce que ça sera fait, c'est un autre débat. Et à partir du moment où c'est possible, ça devient risqué. Donc moi, je suis plutôt craintif de ça. Et je suis plutôt pro, là, je trouve que les Américains ont quand même bien compris. Ils ont une approche qui est beaucoup plus pro-souveraineté. Et la preuve, c'est qu'ils ont interdit quand même la création de monnaie. Enfin, en tout cas, c'est ce qui pousse l'interdiction C'est ce la qu'il a création signé des, quasiment Day One, voilà, Trump, c'est hein. ça. La création de monnaie de banque centrale. Et plutôt de dire, on comprend l'aspect très pro-souveraineté. Et donc aussi, on comprend Bitcoin en plus. Et nous, on voit qu'en fait, en France et en Europe, on a un discours qui est totalement inverse. C'est ça qui est un peu dommage. C'est Bitcoin, c'est encore le truc pour financer les activités illicites. Nous, on est monnaie de banque centrale. Bon, il y a un Ça décalage com- qui est quand même un Mais contraste ça assez commence important. quand même, tu vois, ça Ça commence. commence, ouais. Là, alors, le seul truc qu'on pourrait dire, et c'est un peu dommage, c'est que les rares politiques qui ont déjà parlé de Bitcoin en session ou en truc, ça reste sur de la droite, voire de l'extrême droite. Mais petit à petit, ça Petit à commence. Il petit. faut que ça fasse son, Et je son pense chemin. que le secteur privé, et moi c'est pour ça que j'entreprends aussi d'une certaine manière, moi je suis toujours À son conjoint. un adepte, enfin voilà, le secteur privé est un acteur du changement, on a beaucoup plus de facilité à changer les choses que via le secteur public, puisqu'il faut faire voter, enfin, c'est très compliqué. Donc je pense que des acteurs comme nous, on porte des messages, on crée des solutions concrètes pour les gens, pour l'économie, donc je pense que c'est une des solutions aussi, ouais. Alors aujourd'hui, Bitstack est régulé en France. Vous avez passé tous les dossiers, tout ce qu'on vous demandait, etc. À quel point c'est une épine dans le pied pour une boîte comme Bitstack, où toi, en plus, tu as vu de l'autre côté de l'autre côté de L'Atlantique. l'Atlantique, tu as vu au Canada. À quel point c'est compliqué d'ouvrir une startup crypto en France, Alexandre? C'est un parti pris. Nous, c'était un choix et une question qu'on s'est posée dès le début avec mon associé, c'était de dire, on sait qu'en rentrant en France et en rentrant en Europe, on allait le sujet de la réglementaire, de la régulation, allait être au cœur de toute notre activité et que ça allait être coûteux et demander beaucoup d'énergie, mais du coup qu'il fallait le tourner en une force. Donc c'est ce qu'on a voulu faire. Et aujourd'hui, c'est ça l'ambition, c'est pour démarcher le grand public, de devenir un acteur de confiance. Qui dit acteur de confiance dit acteur régulé aussi, pour protéger le consommateur, parce que la réglementation, elle sert à ça. On pose toujours la question aux boîtes françaises qui viennent sur la chaîne. La compliance pour Bitstack, c'est quel pourcentage du budget annuel? J'ai pas le chiffre exact, mais à titre indicatif, c'est à peu près 25%. C'est à peu près 25% de toutes tes charges entre l'équipe risque et conformité que tu dois mettre en place, Bien donc sûr. les salaires qui y sont associés, les outils qui doivent être mis en place et le déploiement de tous les dispositifs qui sont transverses. Donc en fait, la compliance, c'est pas un sujet de l'équipe conformité, c'est un sujet pour toute la société et c'est un sujet qui touche la communication, donc le marketing, qui touche le service client, qui touche le produit, le RH, la finance, etc. Mais Donc c'est un vrai investissement. c'est un énorme investissement. C'est très compliqué, à mon avis, de décider, et c'est tout à votre honneur. Mais par contre, c'est un vrai plus pour les utilisateurs qui ensuite C'est ça le vont pari qu'on passer fait, avec c'est de ces dire compagnies-là. qu'aujourd'hui, si on veut s'adresser au marché français et demain européen, il faut être un acteur de confiance régulé pour se démarquer, enfin déjà pour exercer son activité en toute légalité, ça c'est le premier point déjà, de un. De deux, pour aussi, du point de vue des consommateurs, des clients, être un acteur de confiance, comme je disais, parce que ça les rassure, c'est quand même ça l'objectif, c'est de dire, ok, s'il y a un souci, il y a un médiateur qui est l'autorité des marchés financiers ou la CPR, donc qui sont les régulateurs. Je sais que c'est une boîte qui a un niveau en termes de sécurité, de cybersécurité qui répond à certaines exigences, etc. etc. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, nous, on essaye d'en faire notre force comparé à des acteurs étrangers qui, eux, ne sont pas régulés, en expliquant bah, voilà, l'intérêt de choisir une plateforme régulée en termes de protection pour les consommateurs et aussi par rapport au fait qu'on peut exercer notre activité sur toute l'Union européenne
en toute sérénité, qu'on peut communiquer et faire de la pub, en gros, parce qu'il y a aussi ce sujet-là. Donc ça nous donne des bonnes relations avec nos partenaires, les banques, les plateformes Vous n'êtes pas liste noire sur l'AMF, quoi. Voilà, parce qu'on n'est pas en liste noire et c'est pas négligeable. Petite question un peu géopolitique, mais un État qui contrôle un peu plus de 50% du hash rate, est-ce qu'il pourrait, en théorie, bloquer les transactions de son adversaire? Même en théorie, non. Pourquoi? C'est très simple. Premièrement, heu, aujourd'hui, contrôler 50 plus du hash rate, c'est énormément d'énergie, enfin énormément de puissance de calcul, ce qu'aucun État ou même des Google ne sont capables de rassembler en même temps. 2, en fait, il y a aussi un aspect logistique. C'est quand même un plan, machiavélique. Il faudrait pouvoir rassembler plusieurs acteurs en même temps et cibler toute la puissance de calcul sur une seule formule, en gros le minage de Bitcoin. Bon, c'est très très compliqué, c'est quasi impossible, de un. De 2, il faut maintenir cette puissance de calcul pendant au moins 10 minutes, jusqu'à le minage Au du prochain prochain bloc, pour pouvoir potentiellement faire quoi? Réécrire le prochain bloc. Enfin, Donc, recalculer c'est-à-dire toute la qu'il faut être chaîne. sûr que son adversaire, en plus, envoie une Voilà. transaction. Tout ça pour qu'au final, la chaîne, enfin les utilisateurs du réseau découvrent qu'il y a un bloc invalide, puisqu'il y aura 2 chaînes. La chaîne créée par l'État, machiavélique et la chaîne, par les nœuds classiques, et tout ça pour qu'on se foute de la gueule du gars qui a créé, la deuxième chaîne, puisqu'il va y avoir 2 bitcoins, le bitcoin avec la chaîne corrompue et le bitcoin. Donc la personne va dépenser des milliards, voire des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards sur une puissance de calcul pendant 10 minutes pour réécrire un bloc, s'attribuer des bitcoins, potentiellement si c'est le but, ou augmenter la supply à 1 milliard. Et au final, en fait, tout le monde va rester sur la même chaîne, va mettre un patch pour dire cette autre chaîne, elle fonctionne pas. Donc tu te ridiculises. Donc tu perds beaucoup d'argent. Et comme avait dit quelqu'un une fois durant une conférence, et en plus pour réaliser que tout cet argent aurait pu être utilisé pour miner du bitcoin et gagner du bitcoin. Donc au final, quel intérêt? Et probablement, avec la commu qu'on a, tu deviens un mème sur Twitter. C'est ça. Si le dollar s'effondre, Alexandre, est-ce que tu miserais sur Bitcoin ou sur l'or? Bah moi, je suis déjà 100% sur le bitcoin, donc la réponse, elle est là. Bitcoin. Écoute, on est sur la fin de cette interview. On va terminer par un dernier petit jeu. Mais avant ça, est-ce que tu as peut-être un mot de la fin? Non, j'ai pas un mot de la fin. Enfin, il y a une chose dont on a peu parlé, mais je pense qu'il est important de souligner aussi, pour les moins adeptes qui nous écoutent, c'est aussi tout l'aspect, régulation. Aujourd'hui, en France, et je le mets en avant parce en faisant le choix de s'installer en France, il faut qu'on pousse quand même cette narrative-là, même s'il y a des Bien sûr. parties, enfin des positions où je suis pas forcément pour. Mais la réglementation, il faut quand même se dire qu'elle part d'un bon sens, d'une bonne position qui est de protéger les consommateurs. Et donc aujourd'hui, il faut quand même comprendre qu'il y a des acteurs qui ne sont toujours pas régulés, qu'il y a des acteurs comme Bitstack qui sont régulés. Et donc, Bitstack, c'est ça la promesse qu'on fait, c'est d'avoir une solution qui est simple, qui est accessible à tous et qui est sécurisée parce que c'est régulé, et aussi par rapport à tous les dispositifs que nous, on met en place. Donc, j'invite les gens à se renseigner sur quelles sont les plateformes régulées. Alors, quelle est déjà la proposition de valeur de Bitstack, quel est le Bitcoin, comment investir dans le Bitcoin, le DCA, on en a parlé, pour un peu résumer tout ce qu'on a dit, et quelles sont les plateformes régulées. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est intéressant d'aller sur une plateforme régulée? Parce qu'il y a un médiateur si un jour il se passe un problème. Ça évite qu'il y ait un FTX 2.0 2.0 qui se produise, etc. Donc là-dessus, la France a une opportunité, l'Europe a une opportunité en voulant créer un cadre réglementaire qui était précurseur là-dessus. Mais en même temps, bah, je vais jouer aussi de l'autre côté, le revers de la médaille. Attention à pas trop réguler, parce qu'on crée un problème concurrentiel. Parce que si on joue pas tous par les mêmes règles du jeu, ben, nous, un Forcément. acteur qui va être conforme et qui va dépenser énormément et investir sur la conformité et tous ces dispositifs-là, ça va être difficile de se battre contre des acteurs asiatiques, américains ou étrangers globalement, qui eux disent bon bah la conformité européenne, j'ai un peu rien à cirer, et qui mine de rien proposent quand même une solution pour les Français, quoi. Donc voilà, j'invite tout le monde à se renseigner sur ces sujets-là. Ok, troisième jeu, Alexandre. J'achète, je vends. Ok. Donc tu vas devoir choisir entre acheter ou vendre. Ouais. Tout de suite, au prix actuel. Ok. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de je verrai plus tard. C'est Ok. j'achète ou je vends. ou je vends. Solana, Je vends. Shiba Inu, Je vends. Toncoin, Ton coin. le Toncoin, Ah, je vends. Le- Je le connaissais tonne. pas. Ouais, ok. Ah, le tonne. Ouais, Le ok, tonne je de vends. Telegram. Ouais, je vends. le PP, Pour rigoler, j'achète. le XRP, Je vends. le BNB, Je vends. le Cardano, Je vends. l'Avalanche, Je vends. Polygon, Je vends. Aptos, Je vends. Starknet, Je vends. WorldCoin, Je vends. Ethereum, Je vends. le Borg, Je vends. le Bitcoin. J'achète.
Ah, je reste cohérent dans mon message. Tu restes très cohérent dans ton message, je suis d'accord. Dernier jeu, et là tu pourras pas me dire j'achète, je vends, Ok. là ça sera plus compliqué. T'investis combien jusqu'en 2050? Alors en fait, je vais te donner 6 cryptos et Ouais. je vais te les donner une par une. Sur chaque crypto, tu vas devoir me dire si tu investis 1 million, 500 000, 100 000, 50 000, 25 000 ou 1 000 dollars. Tu es Ok. obligé d'investir quelque chose Je dessus. suis obligé d'investir quelque chose dessus. Et Ok. tu es obligé de le dire. Tu sais pas les cryptos qu'il va y avoir. Peut-être il va y avoir Bitcoin, peut-être va pas du tout y avoir Ouais, Bitcoin ouais. Ok. dans le truc. On va reprendre le Dodge. Donc tu as 1000, 25 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million. Le Dogecoin. Bah, j'ai investi 100 000. Le Sol. 50 000. Le Matic. Polygon. 10 000. 25 000. Elle n'existe pas, 10 Ouais, 000. 25 000, ouais. Ok. Le Trump. 1000. Le PP. Il te reste 500 Et 1 000 million. ou 1 million. 500 000. Et pour finir, 1 million, donc tu mets 1 million de dollars sur le XRP. Bah, Félicitations. c'est assez drôle, ouais. Avec un peu de chance, ça va valoir quelque chose. Avec un peu de chance, ça vaudra peut-être quelque chose. Bien entendu, c'est pas ton classement. Non, non, On t'a piégé un petit peu derrière. c'est ça. Merci à tous, en tout cas, si vous êtes restés jusque-là. Donc, c'était Alexandre de Bitstack. Alex, merci à toi. Ouais, Un merci plaisir pour l'invitation. de t'avoir pour la première fois sur la chaîne. Je rappelle que vous pouvez investir sur Bitstack à partir d'1 € seulement, tout simplement en scannant ce code QR et vous allez gagner 5 €. Et nous aussi, d'ailleurs, 5 €. L'application est disponible sur Apple Store, Android Store, partout. Partout. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Si vous êtes encore là, j'en profite, mais abonnez-vous, ça nous aide énormément. Un petit like aussi. C'était Benjamin et Alexandre pour le Crypto Daily. Et nous, on vous dit à très vite.